À la une ce soir, sur les traces des infrastructures routières de Ouagadougou, de nouvelles routes bitumées qui se dégradent très vite en seulement 2 ou 3 ans pour certaines. Qu'est-ce qui ne va pas avec ces routes pourtant réalisées à coups de milliards de francs CFA? Constat dans ce journal. Vite, il faut revoir les installations du poste Sonabel de Zano dans le Boulgou, ce centre de masse de production des 2 plus gros barrages du Burkina. En termes de production électrique est en souffrance. Non seulement ces installations sont vétustes, mais aussi il y a un manque de personnel qualifié pour s'en occuper. Tous les détails à suivre dans cette édition. Au Mali, s'achemine-t-on vers une prolongation de la durée de la transition? En tout cas, c'est le souhait de certains Maliens structurés au sein de plusieurs organisations de la société civile. Ils ont pris d'assaut la bourse du travail de Bamako pour exprimer la nécessité de proroger le pouvoir du colonel Assimi Goïta. Voilà pour le sommaire de cette édition. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Le phénomène prend des proportions inquiétantes. Qu'est-ce qui accélère tant la dégradation des routes de Ouagadougou? Serait-ce la charge trop importante ou est-ce qu'elles ont été tout simplement mal réalisées? Voici une série de questions qui méritent bien d'être posées. Dans la capitale burkinabé, certaines routes qui ont été faites il y a 2 ou 3 ans parfois sont déjà dans un état de dégradation avancée. C'est le cas de 3 routes sur lesquelles nos caméras se sont braquées. Raoul Nassa, Arsène Konditamde. Après la pluie, le beau temps, dit-on. Mais sur la rue 17-266, passant devant le lycée privé universaliste au quartier Kouitenga, ce dicton semble obsolète. En cette fin de matinée pluvieuse, les usagers doivent se frayer un chemin entre boue et nid de poule. Cette route en mauvais état a pourtant connu une réfection il y a 2 années environ, mais son état aujourd'hui fait penser le contraire, au grand désarroi des riverains. C'est vrai qu'elle a été refaite récemment, mais l'état actuel fait penser le contraire, car elle n'est pas très praticable. Cette route nous fait beaucoup souffrir. Nous sommes obligés de les boucher nous-mêmes. Mais dès les premières pluies, tout notre travail devient inutile et nous sommes obligés de recommencer. Si nous ne le faisons pas, les accidents vont se multiplier. Pourtant, nous ne voulons plus voir ça. La route a été refaite il y a très peu de temps, mais je pense qu'elle n'a pas été bien faite. S'il pouvait reprendre, ça nous ferait du bien. Il y a trop de trous et les accidents sont nombreux. Sur l'avenue de la Dignité, allant du site du 75e anniversaire de l'Église des Assemblées de Dieu jusqu'au rond-point de la Transition, même constat. Cette route bitumée, il y a moins de 10 ans, n'a plus fière allure. Du fait de ces énormes nids de poules, les désagréments sont quotidiens et les accidents très fréquents. Cette voie, c'est principal. Ça part jusqu'à Koumsilera même. Donc, bon, je vois que bon, le goudron, ça n'a pas été longtemps. Il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de véhicules qui passent. Mais moi, à mon avis, je pense que le goudron n'a pas été bien fait. Parce que, bon, c'est petit, c'est pas là, et puis c'est pas trop profond, quoi. Donc, mais il y a beaucoup de... la population met trop de... Vraiment, c'est pas facile parce que la voie là ne nous permet pas de bien circuler. Parfois, les gens tombent sur ce trou-là. S'ils viennent à vitesse et qu'ils ne sont pas au courant du trou, il y a d'autres même qui sont obligés de rentrer dans le trou par la force. Et 2 fois, s'il y a l'eau, ça verse sur l'autre côté de ceux qui passent là. La route principale qui dessert la commune rurale de Saba, elle aussi est dans un état de dégradation avancée. Les travaux de bitumage de cette voie ont pourtant débuté en février 2013. 8 ans plus tard, voici ce qu'il en reste. Les riverains sont donc contraints de s'improviser techniciens des travaux publics. Avec les moyens du bord, ils procèdent de temps en temps à des raccommodages de cette route qui a plus que jamais besoin d'intervention. Nous voyons que les usagers souffrent
sur cette voie, surtout ceux qui sont à moto. Ils tombent parfois ici. C'est pour cela que nous avons décidé de boucher ces trous avec nos propres moyens. Toute aide sera la bienvenue pour qu'on puisse limiter les dégâts. Ces trois routes ont un point en commun, la dégradation accélérée, ce qui suscite bien d'interrogations chez les Ouagalais sur la qualité du bitume utilisé. Contacté pour se prononcer sur ces routes de la capitale qui se dégradent rapidement, la mairie centrale n'a pas donné suite à nos sollicitations. Lui, il répond favorablement aux sollicitations, les sollicitations des détenteurs de plans d'affaires et autres porteurs de projets innovants. Lui, c'est le FBDES, le Fonds burkinabé de développement économique et social, va sur les traces des projets qu'il finance. Au titre de ses investissements, cette usine de fabrication de seringues et de gants, c'est un projet de l'homme d'affaires burkinabé Issaka Sanfo qui est en train de sortir des terres. L'usine devrait employer à terme au moins 240 personnes. Ce 13 août, les premiers responsables du fonds sont allés au constat. Sandrine Zougouri. Ancien gardien de but des étalons, Issaka Sanfo dit Dakarois est aujourd'hui un homme d'affaires. Responsable du groupe Sifadjon, il entend accompagner le gouvernement dans sa politique sanitaire. Bientôt, son usine de fabrication de seringues et de gants made in Burkina à Balkui verra le jour. Nous sommes d'ailleurs sur le site. D'une superficie de 1887 mètres carrés, les travaux avancent normalement et une fois terminés, il devra employer 240 personnes, dont 30% de femmes. On fabrique le produit lui-même, ça rentre en granulé, ça sort en piston, ça rentre en granulé, ça sort en seringue. Et nous allons employer près de 240 personnes ici. On n'a pas besoin de commander des seringues pour attendre 6 mois. On n'a pas besoin de bouillir des seringues dans les villages pour encore utiliser. Surtout que vous avez ce qu'il y a maintenant avec le Covid. Bon, c'est pour cela d'ailleurs nous avons eu l'idée de créer une seconde entreprise, voilà, qui va s'occuper des tests de grossesse, des tests de palu, des tests de Covid, des tests de cancer. On aurait un grand véhicule médicalisé qui va sillonner les provinces pour tous ceux qui veulent faire les tests. Parce que c'est nécessaire. Il ne faut pas qu'on attende tout de l'extérieur. Si le rêve de Inoussa s'est réalisé après 10 ans, c'est grâce à l'appui du Fonds burkinabé de développement économique et social. La structure est allée au constat avec à sa tête le ministre chargé des Finances. C'est une délégation plus que satisfaite. Comme lui, ils sont plusieurs à bénéficier de l'accompagnement du fonds. Il y a également la réalisatrice Valérie Kabori, à travers son projet Cinépark Academy, studio ABS situé à Saba. Un projet qui devra contribuer au développement du cinéma par la formation et la production de magazines afin de lutter contre la piraterie. Nous, acteurs chargés de ce projet, nous allons travailler à montrer le chemin pour que le fonds ait eu raison, en tout cas, de nous accompagner. Et il y a une jeunesse qui est là, qui n'attend que de s'exprimer. Donc, nous créons cet espace pour qu'ils puissent se former, produire, diffuser sur site pour couper un peu la route aux pirates. Et après, la chaîne de l'économie reprend parce que s'il y a une plus-value, ils peuvent réinvestir. Cette tournée du ministre de l'économie et des responsables du fonds sur les différents sites bénéficiaires vise à constater de visu le taux d'avancement des travaux. En visitant ces deux structures aujourd'hui, je suis comblé parce que ça montre effectivement que notre vision, que la vision du gouvernement est la bonne et que nous devons donc poursuivre dans ce sens-là pour accompagner les Burkinabés qui ont des idées, qui ont la capacité, mais souvent qui sont handicapés dans la mise en œuvre de leurs projets par la limitation des ressources financières. Du cinéma en passant par l'industrie agroalimentaire du groupe King Mondial qui intervient dans le domaine des eaux minérales naturelles, des produits laitiers, sans oublier Burkina Caroche, la délégation a fait le tour des 5 sites. Ses bénéficiaires sont tous unanimes sur la plus-value de ce fonds. Lui aussi permet de financer
les projets innovants des jeunes et des femmes. Le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne soutient les conseils municipaux. Ces derniers, en retour, appuient les différentes initiatives de leurs administrés. C'est la matérialisation de la deuxième phase du programme. L'heure est donc au bilan à mi-parcours. Abdou Aziz Sari. Le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne DEPAC permet aux conseillers municipaux de financer les initiatives des jeunes et des femmes de leur localité qui rencontrent des difficultés d'accès au crédit. Après 3 ans de mise en œuvre de la deuxième phase du programme, les coordonnateurs dressent le bilan. Un bilan jugé satisfaisant au regard du nombre de PME qui ont vu le jour dans les communes bénéficiaires grâce au DEPAC. À Koudougou, nous avons initié ce qu'on appelle le fonds d'autonomisation des jeunes et des femmes. Nous sommes partis du constat que les jeunes et les femmes n'avaient pas accès au crédit. Et du coup, ils entreprennent moins. Alors comment leur permettre alors d'entreprendre? C'était ce que ce fonds a été mis en place, logé dans une banque à Koudougou. Environ 50 bénéficiaires ont pu effectivement profiter de ce fonds. Au-delà de la création d'emplois, le programme a également permis dans certaines communes de booster des activités déjà existantes. Nous avons eu à peu près de 500 000 francs. 500 000 francs pour pouvoir booster notre association. Et nous avons ajouté la transformation. C'était juste la production, mais avec ça, nous avons pu faire la transformation du Niébé. Selon les coordonnateurs du programme, les crises sécuritaires et sanitaires n'ont pas facilité la mise en place de l'ensemble des initiatives des bénéficiaires directs. Mais ils rassurent, ces difficultés seront prises en compte. Alors, les priorités qui sont dégagées toujours, seront des priorités que les élus ont déjà, je pense, discuté avec la coopération suisse. C'est de faire en sorte que, en tout cas, ces initiatives puissent atteindre le maximum de jeunes et de femmes. C'est aussi des discussions qui sont menées entre l'État, les partenaires techniques et financiers, qui est la coopération suisse. Et certainement, les débats n'ont pas encore abouti, mais certainement que les conclusions seront en tout cas disponibles et favorables en tout cas à l'appui encore de ces collectivités-là pour que ces collectivités puissent être toujours en capacité de soutenir les initiatives de ces jeunes et de ces femmes dans les localités. Débutée en 2018, la deuxième phase du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne DEPAC prend fin en 2022. Financé à hauteur de 20 millions de francs suisses, il comporte 3 volets qui sont la gouvernance, la maîtrise d'ouvrage et le développement économique, et enfin le volet capitalisation et gestion du savoir. Aux côtés des communes également, le Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré avec la première phase de son programme d'appui au renforcement de la redevabilité sociale et de la veille citoyenne. Il est question de soutenir l'accès aux services sociaux de base dans 20 communes du Burkina Faso. Qu'en est-il réellement? On reste avec Abdou Aziz Saré qui nous en dit plus. Contribuer au renforcement de la gouvernance locale et à l'ancrage de la démocratie participative, c'est l'objectif que s'est fixé le programme d'appui au renforcement de la redevabilité sociale et de la veille citoyenne PARC. Mise en œuvre dans 20 communes du Burkina Faso, la première phase du programme prend fin en septembre prochain. Mais avant la date butoir, les coordonnateurs apprécient déjà le niveau d'atteinte des objectifs afin de mieux réussir la mise en œuvre de la phase 2. Aujourd'hui, ce que nous avons, c'est que en attendant que les différents acteurs bénéficiaires se prononcent, nous sommes satisfaits parce que ce que nous avons prévu, nous avons pratiquement réalisé plus de 90% des activités, ce qui est une satisfaction. Mais au-delà de ça, il faut savoir aussi que les partenaires peuvent avoir d'autres avis, qui peuvent être des avis à prendre en compte et qui peuvent permettre d'améliorer, d'atteindre peut-être les mêmes résultats dans le futur, mais plus facilement. Voilà. Une chose est d'atteindre le résultat, mais les difficultés éventuelles qui se sont posées peuvent être amoindries en prenant en compte un certain nombre d'avis des partenaires. Initié par le Centre d'études et de recherche Action pour le développement économique et social intégré CERADECI, le programme d'appui au renforcement de la redevabilité sociale et de la veille citoyenne
a été mise en œuvre grâce au soutien technique et financier du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Et l'objectif de l'UNICEF, c'est de travailler d'abord au renforcement des capacités locales, faire en sorte que les collectivités au niveau territorial puissent bénéficier des capacités nécessaires pour assurer, n'est-ce pas, leur rôle qui est le développement local et inclusif. C'est aussi de travailler à faire en sorte que les communautés puissent être des acteurs de développement, qu'elles ne soient pas seulement là à observer les autorités locales, mais qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle pour faire en sorte que les questions de développement soient vraiment l'affaire non seulement des autorités, mais aussi des communautés et au niveau local. La seconde phase du programme est prévue pour la période d'octobre 2021 à décembre 2022. Je vous le disais en titre, vite, il faut sauver les installations du poste Sonabel de Zano dans le Boulgou. Les équipements sont vieillissants, le personnel qualifié insuffisant. Pourtant, ce site constitue le barycentre de la production des deux plus grands barrages du Burkina Faso en termes de production électrique et qui fournit en électricité une bonne partie des populations des régions de l'Est et du Centre-Est. En visite sur le site, l'autorité de régulation du secteur d'électricité a pu toucher du doigt ces réalités, une mission qui s'est également étendue sur bien d'autres sites en lien avec la production de l'énergie électrique. Amadou Diko, Roméo Koïta. Le poste 132-33 kV de Zano dans le Boulgou, un dispositif important dans la production énergétique au Burkina Faso. Il s'agit du barycentre, le centre névralgique de la production des deux plus gros barrages du Burkina en termes de production électrique. De quoi fournir de l'énergie à une partie des populations du centre-est et de l'est. Sur les traces de ce poste technique et du barrage de Bagré, une mission de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie conduite par sa présidente. Objectif, s'assurer de la bonne exploitation de ces unités de production. Et nous faisons deux types de contrôles. Il y a ce que nous appelons des contrôles inopinés et il y a ce que nous appelons des contrôles programmés. Et cette sortie rentre dans le contrôle programmé. Ça veut dire que nous avons averti l'opérateur, qui est la Sonabel ici, avant de venir au poste. Et nous disons que c'est bon d'aller voir à Bagré, est-ce qu'actuellement le barrage reçoit assez d'eau? Quel est le taux de remplissage du barrage? 60%, c'est le taux de remplissage du barrage cette année, un taux inférieur à celui de l'année dernière, mais acceptable, selon le premier responsable de la centrale électrique de Bagré. Quant à sa production d'énergie, la centrale est actuellement à 12 MW, un chiffre qui pourrait augmenter d'ici fin août. L'autre constat sur le terrain, c'est la vétusté des équipements. Le matériel électromécanique a besoin d'être modernisé pour mieux s'adapter aux défis du moment. Nous avons beaucoup de défis et comme vous savez, c'est une centrale qui est vieillissante. Il y a beaucoup d'équipements à remplacer et c'est des équipements qui ont besoin donc de financement. Donc le passage donc de l'autorité de régulation, pour nous, c'est une chance parce que la voix de l'autorité porte. À côté de ces préoccupations techniques, il y a aussi la question du manque de personnel. En tant qu'arbitre du secteur énergétique, la RCE dit prendre acte de ces difficultés et entend formuler des recommandations à l'encontre du gouvernement pour le bon fonctionnement de ces importantes unités en matière d'énergie au Burkina Faso. À l'issue de ces visites de terrain, nous faisions un rapport. Parce que dans le décret qui organise l'autorité de régulation, nous devons adresser un rapport d'activité au Premier ministre, ce qui veut dire que ce rapport va comporter des recommandations. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Il faut du personnel, il faut des équipements nouveaux et il faut améliorer et voire même faire l'extension des infrastructures qui existent. En marge de la visite de Bagré et de Zano, Mariam Nikema et sa délégation ont également rencontré la coopérative d'électricité de Niagadin pour s'enquérir de leurs difficultés afin de mieux les soutenir dans l'amélioration de leurs prestations. Le chemin a été long et particulièrement parsemé de beaucoup d'embûches depuis 2013.
Après moult tractations et tergiversations, la CAIMA est enfin opérationnelle. La centrale d'approvisionnement en intrants et en matériel agricole passe à une autre étape de sa vie, celle qui est concrète et qui va mettre à la disposition des agriculteurs leurs matières premières de qualité, en quantité et surtout à des prix qui se veulent abordables. Maxime Ilboudo, Benjamin Kwame. Ça y est, c'est fait. Les producteurs et agricoles disposent d'une centrale d'approvisionnement des intrants et matériel agricole opérationnel. C'est en 2013 que les producteurs avaient émis le vœu devant le chef de l'État de disposer d'une structure capable d'approvisionner les agriculteurs en intrants et en matériel agricole de qualité. La CAIMA a donc pour mission d'accompagner les producteurs avec les intrants à un prix réduit et de rapprocher les semences, les engrais et les équipements des producteurs agricoles. Ce n'est pas des engrais subventionnés par l'État, c'est la structure, la CAIMA, qui a acquis ces intrants et qui va le mettre sur le marché au profit des producteurs qui vont s'organiser pour la vente à quand même un prix qui sera moins que sur le prix actuel sur le marché. Avec l'accompagnement de la BADF d'un montant de 5 milliards pour pouvoir aller vers les différentes structures, vers les différents ports pour pouvoir acquérir des intrants afin de le mettre sur le marché. La centrale d'approvisionnement des intrants et matériel agricole se veut aussi une réponse à la rupture des intrants sur le marché en fournissant des produits de qualité et en quantité suffisante. Pour l'instant, elle privilégie les organisations faîtières qui disposent d'un stock d'environ 40 tonnes d'engrais au niveau de la région du Sud-Ouest. La CAIMA s'est donné les moyens avec l'accompagnement de ses partenaires à pouvoir effectivement acquérir 15 000 tonnes qui sont en train d'être acheminées sur Ouagadougou. Et nous sommes aujourd'hui en tout cas en mesure, avec tous les soutiens nécessaires qui ont été apportés, de pouvoir apporter en tout cas notre contribution pour disponibiliser les engrais de qualité et en quantité suffisante pour la population. Les producteurs ont au cours d'une cérémonie reçu des sacs d'engrais NPK. Cette année, l'État a mis à la disposition de l'ensemble des producteurs environ 30 000 tonnes d'engrais. Le problème fondamental auquel les producteurs étaient confrontés, c'était vraiment souvent la disponibilité même des engrais de qualité qu'on ne retrouvait pas sur le marché. Et on avait dit que si ce dispositif, on arrivait à le mettre en place, d'abord, ça allait permettre à tout producteur, ou tout utilisateur de l'engrais, d'identifier le coin où se trouve réellement, on peut aller acquérir des engrais. Pour cette année, le coût du sac d'engrais NPK est fixé à 19 000 francs CFA. Les régions du Sud-Ouest, des Cascades et de la boucle du Mouhoun ont déjà reçu leur dotation. BF1, la chaîne au cœur de nos défis, encore sur la plus haute marche. Cette fois, ce sont les acteurs impliqués directement dans la réalisation de l'émission Lafirogo qui sont distingués par l'association Sidketa des tradis praticiens pour la santé humaine, l'environnement et le développement. Elle a décerné des attestations aux différents acteurs. Archimède Boy. Emmanuel Ouedraogo, présentateur de l'émission de santé Lafirogo sur la télévision BF1, reçoit ici une attestation de reconnaissance de l'association Sidketa des tradis praticiens pour la santé humaine, l'environnement et le développement. Au cours de cette cérémonie organisée chez le Sonkologo Naba au quartier Pissi à Ouagadougou, l'association Sidketa honore BF1 pour sa contribution à la promotion de la médecine par les plantes et à la valorisation du savoir-faire des tradis praticiens. Je suis très content et très fier d'avoir mené cette activité. À la suite de Emmanuel Ouedraogo, c'est toute l'équipe de production de l'émission de Santé Lafirogo qui est honorée. Un bélier est même offert pour le directeur général de la chaîne au cœur de nos défis. L'association des tradis praticiens fait également un clin d'œil au ministère de la Santé qui accompagne cette émission. Oui, effectivement, il y a une bonne collaboration entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Voilà, ce qui fait qu'ils ont une convention, voilà, avec l'association en question. Sidketa a une convention avec le ministère de la Santé.
Donc il y a la sous-section médecine traditionnelle même au sein du ministère de la Santé. Donc le district sanitaire de Boulmérou n'est pas en reste. La Firogo est une émission en langue nationale morée produite par la télévision BF1. Elle aborde les questions de santé, notamment l'utilisation des plantes par les tradipraticiens pour soigner certaines maladies. Elle est diffusée tous les mardis à 10h et rediffusée les vendredis à 15h. Lutte contre les crimes organisés, le trafic en Afrique de l'Ouest, une stratégie de communication est en phase de validation au Burkina Faso. L'idée ici, c'est de faire appel aux compétences des professionnels de l'information et de la communication afin de réduire la circulation illégale des armes légères et de petits calibres au pays des hommes intègres et dans 6 autres pays membres de la CEDEAO. C'est tout le sens de cette rencontre organisée à Ouagadougou. Luc Pagbelgem. Les nombreuses attaques armées ces dernières années dans la bande sahélo-sahélienne impliquent des armes légères et ou de petits calibres. De ce constat, un projet est mis en œuvre dans 7 pays ouest-africains, dont le Burkina Faso maintenant, afin de lutter contre la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. Le projet est dénommé Okwarti, coordonné par la GIZ, la commission de la CEDEAO et mis en œuvre par le PNUD. Au plan national, c'est la Commission nationale de contrôle des armes qui est la structure de mise en œuvre du projet et l'heure est à la validation de la stratégie nationale de communication. L'un des volets de ce projet recommande l'adoption d'une stratégie nationale de communication et de sensibilisation, d'où la tenue de l'atelier de validation afin d'aboutir à un document consensuel et participatif. Durant ces 2 jours de travaux, nous examinerons donc différents points du document pour en extirper les imperfections et contribuer à son amélioration. Je sais compter sur vos expériences et vos précieuses compétences pour parvenir à ces résultats. Le projet Okwarti est la réponse ouest-africaine contre les crimes organisés et le trafic. Le Burkina Faso devient le 7e pays à intégrer le dit projet et les autorités prennent la mesure de cet acte. Les effets néfastes de l'utilisation des ALPC ne sont plus à démontrer. En effet, ces armes, en plus de nourrir le terrorisme et le grand banditisme, sont utilisées pour les trafics transfrontaliers de tout genre. Toute chose qui sape les efforts de développement des pays, car il ne saurait y avoir de progrès dans un climat d'insécurité et d'instabilité. Le projet Okwarti permettra sans doute au Burkina Faso de renforcer sa politique de sécurité et d'améliorer la sensibilisation des populations, surtout des zones frontalières, sur les conséquences malheureuses des ALPC. Le présent atelier est donc le premier acte d'une série d'activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet, qui couvrira 5 régions au Burkina Faso, notamment celles des Cascades, des Hauts-Bassins, du Sahel et du Sud-Ouest. La Commission nationale de contrôle des armes a été créée en mars 2021. Elle résulte de la fusion entre la Haute Autorité de contrôle des importations d'armes et de leur utilisation et de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères. C'est peut-être un début de réponse aux revendications des touristes qui visitent le barrage de Samadeni à Bobo-Dioulasso. Le site ne dispose pas de cadre d'hébergement et de restauration adéquat. En visite sur les lieux cette semaine, le ministre de la Culture semble avoir pris la pleine mesure de revoir les choses à ce niveau. Élise Thiombiano qui appelle par ailleurs les Burkinabés à profiter du joyau en ces périodes de vacances. Majid Bakouan. Le barrage de Samadeni se veut un pôle d'attraction, une zone de tourisme par excellence. Ce site reçoit les week-ends la visite de centaines de personnes qui viennent pour découvrir ce joyau. Ce 11 août, c'est la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme qui est sur les berges du barrage. Fourniamé Elise Ilbouda, accompagnée de plusieurs cadres de son département, est venue toucher du doigt les potentialités que dispose ce site en vue de mieux développer des activités touristiques. Il était de mon devoir aussi, en cette période de vacances, de venir sur ce site afin de montrer aux Burkinabés que nous avons aussi des zones touristiques qui sont très belles et qui nécessitent qu'on puisse les visiter. C'est également un lieu où nous pouvons bien nous reposer, où nous pouvons également
nous restaurer. Et cela nous interpelle à mettre en place soit de l'hôtellerie pour que les gens puissent s'abriter, à mettre également des sites de restauration, parce que lorsque vous parlez de restaurant, vous parlez d'hôtellerie, ça va ensemble, vous parlez de tourisme, et faire en sorte en tout cas à rendre l'endroit plus viable pour les citoyens burkinabés. Inauguré le 30 novembre 2019, le barrage de Samandéné a une capacité de 1,5 milliard de mètres cubes d'eau. Il est la troisième plus grande retenue d'eau du pays, après les barrages de Bagré et de Kompienga. Valoriser l'identité culturelle burkinabé à travers le mythique chapeau de Saponé, le célèbre animateur audiovisuel, l'homme de savane en fait son cheval de bataille. Depuis 2 ans maintenant, c'est la 2e édition du festival Kienfar Zamnongo. Il se tient depuis le jeudi dernier, se poursuit jusqu'au 15 août prochain dans la commune de Komsilga. Raoul Nassa, Amadou Diko et Alexis Belemnaba. C'est dans une ambiance folklorique que s'ouvre officiellement la 2e édition du festival Kienfar Zamnongo dans la commune de Komsilga. Comme sa première édition, cette année également, de nombreuses surprises seront au rendez-vous. L'idée ici est d'ouvrir les vannes du brassage culturel entre les communautés burkinabées selon son promoteur. Si moi je dis festival Kienfar Zamnongo, c'est un village qui est un grand carrefour de communes de Komsilga. Il y a Kienfar et il y a Zamnongo. C'est ça que j'ai ménagé toutes les deux. Festival là, c'est pour tout le monde. C'est ça que j'ai créé pour que les festivals fassent Nak de Koudougou, Gawa, Bobo, mais chez nous ici, il n'y en a pas. Ce festival est placé sous le thème « Valorisation de l'identité culturelle ». Le chapeau de Saponé, ma fierté, trouve tout son sens chez le maire de Komsilga. Pour lui, cette activité s'inscrit dans le cadre de la valorisation de la culture de sa commune. Vous savez que nous avons le devoir de soutenir toute activité rentrant dans le cadre de la promotion de la culture. Vous avez vu que le thème de cette année, qui est la 2e édition, est la valorisation de l'identité culturelle, en partie et plus précisément la valorisation du chapeau de Saponé. Donc, disons que dans notre commune, nous soutenons fortement la culture. Plusieurs artistes, musiciens aussi bien nationaux qu'internationaux répondront présents à ce grand festival qui se déroulera pendant 4 jours. Ce festival se pose comme grand atout pour la commune en particulier et du Burkina Faso en général. Ce 15 août prend fin ce festival avec pour invité d'honneur l'artiste musicien ivoirien Serge Beno. Avant qu'il ne s'envole pour prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo, il a reçu les encouragements et les bénédictions de l'empereur des Mossé. Pendant la compétition, Hugues Fabrice Zango a arraché la médaille de bronze au triple saut masculin. De retour au pays des hommes intègres, donc, quoi de plus normal que d'aller présenter son trophée au Mogo Naba Bongo. La visite est suivie pour nous par Madi Zongo et Arsène Konditamdi. C'est avec cette musique qui annonce sa sortie et la réception des invités de marque que Sa Majesté le Mogo Naba Bongo a reçu le 12 août dans son palais Hugues Fabrice Zango. L'athlète est venu présenter au Mogo Naba la médaille de bronze en triple saut obtenue aux Jeux olympiques de Tokyo. Le médaillé de bronze était accompagné par son père Jacques Zango, son entraîneur Teddy Tamgo et plusieurs membres de la Fédération burkinabé d'athlétisme. Pour le héros, être reçu par un des plus grands soutiens du sport burkinabé est un pur bonheur. C'est un grand bonheur pour nous de pouvoir venir présenter justement le fruit de nos efforts à Sa Majesté le Mogo Naba Bongo. C'était un processus normal parce qu'après 2019, lorsque je suis venu lui présenter ma médaille de bronze des championnats du monde, Sa Majesté m'a prodigué des conseils, Sa Majesté a béni cette médaille et m'avait en tout cas assuré de continuer le travail et eux de leur côté aussi allaient continuer à me bénir de sorte à ce que Tokyo, nous puissions marquer l'histoire de notre pays. Ces choses faites, donc c'est une valeur inestimable en fait cette médaille. Et cette médaille, je la dédie aussi au Mogo Naba, qui a justement
continuer à entretenir ce lien avec moi. On s'appelait depuis la France. Et franchement, je le remercie pour cette considération. Le Moro Naba n'a pas dormi la nuit du 5 août, donc ça c'était vraiment une grande marque de considération. Et moi, c'est une très très grande joie de voir que son empereur a daigné suivre cette petite épreuve qu'est le triple saut. Et franchement, je suis très très content. Sa Majesté le Moro Naba Bango a offert aux médaillés de la 32e Olympiade un trophée symbolisant son saut. L'athlète a remis à l'empereur de Moussé son maillot de la finale. Le président de la Fédération burkinabé d'athlétisme, Francis Sidibé, exprime sa satisfaction pour cette attention faite à son élément. Vous voyez avec comment Sa Majesté l'a reçu en père. Il y a 10 fils de ce pays également. Et toutes les félicitations que la fille lui a adressées. Et vous voyez ce trophée qu'il lui a remis, il représente vraiment le triple saut et le saut de Hugues. Hugues Fabrice Zango se rend demain à Koudougou, où il sera honoré par les forces vives de la région du Centre-Ouest. Dernière ligne droite de ce journal et direction chez nos voisins maliens, où de plus en plus de voix s'élèvent pour solliciter la prolongation de la durée de la transition dirigée par Assimi Goïta ce 13 août. Comme vous allez le voir sur ces images, des Maliens soutenus par des organisations de la société civile ont manifesté à la Bourse du Travail de Bamako. Ils ont clairement exprimé leur vœu de voir la transition aller au-delà du délai imparti. On écoute quelques acteurs qui ont pris part à la manifestation de ce vendredi. Nous sommes en train de demander la prolongation de la transition. C'est parti de plusieurs constats, puisque nous avons compris que nous n'assistons pas à notre première transition au Mali ici. Et chaque fois que le Mali fait face à une transition, nous avons compris que les politiciens ne demandent que les élections, alors que nous ne nous sommes jamais posé la question pourquoi nous sommes venus à cette transition. Partant de ce constat-là, nous avons compris que le Mali est confronté à beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes d'insécurité, il y a les problèmes d'éducation, il y a des problèmes de gouvernance. Il y a beaucoup de problèmes que le Mali est confronté qui a fait que l'ancien régime Ibeka est parti. S'il faut qu'on revienne encore aux élections et que ces mêmes problèmes existent, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne serait pas confronté à un autre problème ou à une autre crise quand même institutionnelle au Mali? C'est pour cette raison que nous avons dit pourquoi ne pas donner du temps à cette transition pour leur permettre de mettre en place les jalons afin que le futur président qui va venir au pouvoir puisse gouverner de façon à ce que tous les Maliens puissent avoir du bonheur et quand même de la sincérité et de la sécurité chez soi. La prolongation de la transition est une nécessité. Actuellement où nous sommes, tout le monde voit que le Mali n'est pas stable. Et nous souhaitons la stabilité, nous souhaitons que les élections soient une réussite, les élections soient vraiment des élections crédibles et que tout le Mali presque soit pacifié avant qu'on aille aux élections. Donc nous ne pouvons pas prétendre à des élections tant que le Mali est dans cette posture-là. Le Mali n'est pas du tout stable. Les Maliens ne sont pas du tout en paix. Tout le monde sait que vraiment la quasi-totalité du territoire du Mali n'est pas en notre possession. Donc vraiment, nous ne pouvons pas prétendre à des élections sur une petite partie du territoire, tandis que les autres Maliennes, moi je parle au nom des femmes, les autres Maliennes qui sont actuellement dans les régions du nord, les régions du centre, ne sont pas du tout sécurisées. Elles ont même de la peine à sortir pour aller au marché, elles ont de la peine à aller dans les champs et autres. Elles ne peuvent pas du tout vaguer à leurs occupations. C'est vrai, c'est 18 mois qui étaient demandés et ce n'est écrit nulle part qu'on peut vraiment prolonger aussi la transition. Et vu l'état actuel de nos pays, nous ne voulons pas que ces gens-là, ces prédateurs politiques viennent bâcler l'élection encore au Mali afin que nous nous retrouvons encore dans ces difficultés-là. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi partout au Burkina Faso et plus particulièrement au pôle urbain de Bassinko à Ouagadougou. Merci donc à tous nos téléspectateurs de cette zone de la capitale. Bonsoir.